Ok, en route. Allez. Bonsoir à tous. On est en direct du Centre d'études de l'Énéagramme à Paris pour une petite heure ensemble autour de la valeur ajoutée de l'Énéagramme dans le métier de coach. Donc, je vous présente à Clarence qui est à Paris. Bonsoir. À Farid qui doit être à Paris aussi. Oui, à Paris, à Bagnolet précisément. Bonsoir. Et Perrine qui est en direct du Liban. Bonsoir. Voilà, je vous présente aussi à Marisa qui est la Hello. de cette intervention. Ok, donc merci d'être là. Première question à tous. Comment définiriez-vous votre métier de coach? Allez. Allez, je commence. Je dirais un éveilleur de talent. Moi, j'aime bien l'image de la grenade, hein, parce qu'il y a la grenade grenadier au Méditerranée un peu partout. Et donc, à aider à ouvrir ce fruit et voir toutes les pépites qu'il y a à l'intérieur. Merci. Moi, je dirais que c'est aider les gens à devenir profondément eux-mêmes. Et Farid? Alors, moi, je dirais que c'est d'accompagner en fait des personnes, des individus ou alors des collectifs dans la définition et l'atteinte de leurs objectifs. Voilà, mais dans une visée permanente d'autonomie en fait. Ok, vos clients sont plutôt qui? Je demande à Farid, toi qui as la main. Alors, moi, je fais plutôt du coaching en fait en entreprise. Donc, je travaille avec soit des petites structures ou je travaille dans des grandes, alors DSI. Je suis plus dans le secteur de l'informatique. Voilà, je travaille avec des grandes directions de systèmes d'information. Et d'autres? Moi, mes clients sont essentiellement des particuliers de tous les âges, de 25 ans à la cinquantaine, majorité de femmes, et des personnes qui sont en quête de trouver du sens dans leur travail, trouver de l'épanouissement dans leur travail. Et je les aide à trouver leur nouvelle voie professionnelle, à se lancer. Merci. Alors, moi, c'est plutôt... j'ai des personnels et des professionnels. Personnel, c'est souvent des reconversions, des questions sur, crise, entre guillemets, crise existentielle dans la quarante-cinquantaine. Quelques jeunes aussi dans l'orientation. Et sinon, en entreprise, des prises de poste. Pareil, je fais comme Farid du coaching de groupe et individuel. Des DG, des diplomates, des étudiants, par exemple les bachelors dans les premières années, est-ce que j'ai bien fait de faire cette formation, etc. Merci. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, en plus de votre boîte à outils de coach, vous avez pris la décision de vous inscrire à une formation de Ennéagramme? Votre espérance était quoi? Allez, je continue puisque je suis oui, la main. Ce que j'ai aimé dans les Ennéagrammes, dans la première approche, c'est que c'était justement plus un outil de développement personnel et pas une boîte dans laquelle on met, comme d'autres outils. Donc, ça me permettait de travailler sur moi-même tout en apprenant des techniques pour travailler avec les autres. Donc, j'aimais bien cette double fonction de l'Ennéagramme et aussi le côté très profond, à la fois très pragmatique et très profond. D'autres? Oui. Alors, moi, en fait, professionnellement, en fait, comme je travaille avec d'autres coachs, on m'a poussé, quoi, assez fortement. Farid, on ne t'entend plus. On ne t'entend plus. À l'aide des outils stratégiques, mais des outils. Ah, pardon. Allô? Farid, il faut que tu vérifies ta connexion. Oui, non, c'est bon, j'ai eu une micro-coupure.
Alors, tu peux redire ce que tu as dit? Vous m'entendez là? Oui. Ouais. Oui, donc je disais oui, en fait, dans le cercle des coachs avec lesquels je travaille, en fait, on m'a fortement incité, donc on m'a même poussé à aller découvrir l'énéagramme. Et puis moi, personnellement, j'avais fait des recherches, quoi, un peu. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'au départ, ça m'avait rebuté, quoi. J'ai découvert l'énéagramme plutôt quoi, sur l'Internet, tout ça, et j'avais trouvé ça très ésotérique, quoi. Et donc, ça m'avait un peu rebuté. Et puis après, bon, finalement, j'ai eu des insistances assez lourdes, quoi, donc de collègues que j'appréciais beaucoup et donc je me suis dit que ça vaudrait certainement le coup de découvrir l'énéagramme. Donc finalement, j'y suis allé et j'ai beaucoup appris, quoi. Voilà. Bon, après, on parlera de ce que ça a apporté, mais voilà. Donc c'est venu en fait difficilement. En fait, j'étais tiraillé entre des conseils avisés de mes collègues, de mes pairs, et puis moi une expérience personnelle. Mais pour dire que l'énéagramme seul, c'est pas facile, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Clarence? moi, c'est tout l'inverse. J'ai entendu une fois le mot énéagramme, je crois que j'ai dû entendre le mot génial à côté. Et en fait, le mot m'a attiré, la figure m'a attiré. J'ai dit, j'y vais. Donc, en grande instinctive que je suis, j'y suis allée les yeux fermés, sans vouloir rien connaître justement de ce que c'était. Et j'ai jamais regretté, évidemment, d'avoir fait ce choix. Alors, qu'est-ce que tu aimes dans l'énéagramme aujourd'hui? En quoi est-ce une valeur ajoutée dans ton métier de coach? Bah déjà, il y a eu le travail qui m'a permis de faire sur moi et qui me permet de faire encore sur moi, de comprendre. Il permet plein de choses, hein, l'énéagramme. Ça permet de mieux me comprendre moi, de comprendre comment moi je réagis face à mes clients, la relation que je peux avoir avec eux. Je sais aussi à quel moment je peux glisser dans certains travers et si je le fais en tout cas en conscience. Et puis, ça me permet de mieux comprendre mes clients. Et puis, quand je leur apporte, quand je leur permets cette initiation, ça leur permet, eux, de mieux se comprendre. Donc, c'est très systémique, en fait. Et il y a vraiment un travail sur soi, sur la relation, et l'autre, ça permet un travail sur l'autre aussi. Enfin, donc, on peut évoquer le mot, ça a développé une certaine intuition d'avoir le mot juste un peu plus tôt ou la bonne idée. Ouais, ça peut donner un peu le sentiment de bluffer, hein. Des clients, des fois, ils se disent, mais comment tu sais? Enfin, parce qu'en fait, alors c'est un peu exagéré, mais parfois on les connaît mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes, en fait, à travers cet outil-là. Donc, ça peut avoir, je ne sais pas si c'est exactement ça que tu voulais dire, mais en tout cas, il peut y avoir un effet waouh un peu dans ce sens-là, où en fait, oui, on pressent, on sait des choses qu'ils n'ont pas encore dit forcément à partir du moment où on est à peu près sûr de leur type, quoi. Aujourd'hui, tu pourrais dire qu'il y a eu avant et après les stages énéagrammes que tu as pu faire et que c'est vraiment une valeur ajoutée assez considérable par rapport aux autres outils. Je me suis formée juste après mon école de coaching, donc je n'ai pas vraiment exercé en tant que coach avant. Mais oui, en tout cas, je ressens clairement que c'est une grande aide dans mon métier de coach, ouais, clairement. D'autres? Je rebondis Oui, vas-y. par rapport à ce que disait Virginie. Alors moi, Clarence, je suis tout à fait alignée avec le fait que d'abord, ça me permet, moi, de me connaître et de connaître mes travers, donc de faire attention, warning sur certains points. Donc je pense que ça, c'est très important pour rester professionnel et d'être toujours en formation continue nous-mêmes. Et puis, en fait, c'est souvent, moi, j'ai des gens qui on dit, voilà, c'est un mot très galvaudé, sortir de sa zone de confort. Ouais, il faut sortir de sa zone de confort. D'accord, mais on fait comment? Et je trouve que l'énéagramme permet de savoir directement où est la zone de confort de la personne et donc les amener à là où ils vont grandir le plus s'ils le souhaitent. Donc, aller directement à l'essentiel, en fait. Donc, moi, c'est ça que je trouve le plus important. Donc, tu pourrais dire que tu gagnes en efficience, tu gagnes en qualité de présence pour toi aussi, et que c'est tout bon tant pour le client que pour toi, que pour ce lien entre vous deux.
Tout à fait. Et c'est en filigrane, c'est-à-dire que je ne fais pas forcément de l'énéagramme pur, on va dire. Je ne prononce même pas forcément le nom à chaque coaching, mais moi je l'ai. Je l'ai en filigrane, en clé, en plein de petits moments. Donc, il est au sein du chant et il t'aide. Tout à fait. Par toutes ces dimensions. Donc, ça va être les 3 centres, par exemple. Ça va être plutôt sur les valeurs. Ça va être toutes ces dimensions, en fait, qui apparaissent petit à petit. Un petit mot sur les 3 centres. Quand je coach, par exemple, des 3, je vais aller forcément les chercher sur leurs valeurs et sur les arrêter, les poser, faire des exercices où je les mets en inaction. Et je sais tout de suite que là, je vais gratter là où en gros, c'est là où ils vont pouvoir apprendre sur eux-mêmes et avancer. Farid. Ouais, donc en fait, moi j'ai connu l'énéagramme à peu près 5 ans après avoir été certifié coach. Donc j'avais une pratique bien établie de coach et je pensais même être assez fort et assez puissant dans ce métier. Et finalement, j'ai découvert que encore j'ai beaucoup de choses finalement à apprendre dans ce métier, dans l'exercice de ce métier en fait. Alors, aussi bien, j'ai envie de dire, parce que dans le coaching, il y a plusieurs dimensions, mais il y a la dimension d'abord personnelle, c'est le coach lui-même et puis le coaché, quoi. Donc, c'est un peu ce que disaient les autres, quoi. C'est une meilleure connaissance finalement de soi et de ses mécanismes profonds. Mais surtout, moi, la belle découverte que j'ai faite en connaissant l'énéagramme et donc mon profil, c'est que je pouvais utiliser mes émotions de manière assez puissante, quoi. Ce que je ne faisais pas, pardon, quand j'étais coach avant, quoi, avant de connaître ça. Et c'est quelque chose qui me faisait un peu peur, quoi, à l'époque. Donc, j'évitais d'aller dans ces domaines-là et j'avais une certaine réticence par rapport aux émotions des coachés. Et donc maintenant, j'ai développé beaucoup de choses autour de ça et je suis beaucoup plus à l'aise à la fois pour mes propres émotions, c'est-à-dire j'arrive à ressentir des choses et finalement, ce que je ressens, en fait, je vais pouvoir l'utiliser pour questionner et puis faire progresser finalement la relation et puis le coacher dans son cheminement. Et puis aussi, je vais être assez attentif finalement à déceler les émotions qui après vont permettre de voir là où il y a des gènes, là où il y a finalement des problématiques qu'on peut creuser, quoi, avec le coaché pour l'accompagner dans la définition et l'atteinte de ses objectifs. Voilà, ça c'est une dimension très forte que j'ai développée via l'énéagramme. Je pense que je ne l'aurais pas fait autrement. Question de Marisa. Oui, alors déjà, il y a pas mal de questions sur vos profils respectifs, si vous voulez bien nous les donner. Et par rapport à ce que tu dis, Farid, c'est assez intéressant. Donc, en fait, ce que tu essayes de nous dire, c'est parce que toi, tu as fait l'énéagramme, que du coup, tu as une conscience peut-être de qui tu es. Alors, on parlait des 3 centres tout à l'heure, parce que c'est à ça que tu faisais référence par rapport à l'accueil des émotions. Et du coup, il sourit. Et que du coup, ça a fait de toi un meilleur coach. C'est ça? Oui, complètement. À la fois pour moi, ma propre gestion de mes émotions et de ce que je pouvais en faire, quoi. À quoi ça pouvait me servir en tant que coach et dans la relation que je pouvais avoir avec l'autre. Et puis même pour le coacher, donc dans ma relation avec le coaché. Voilà, donc moi je suis de centre cœur.
et je suis de profil 3 en fait. Voilà, donc alors moi j'ai bien aimé le coaching. À l'époque, ça me plaisait beaucoup parce que dans le coaching individuel, on parle de définir et d'atteindre les objectifs, quoi. C'est bien en 3. Donc ça ouais, ça me paraissait au top. Je me dis, putain, on a des objectifs, on fait tout ce qu'il faut pour les atteindre, voilà. Et mais en fait, voilà, moi, ce que j'ai beaucoup appris aussi au travers de l'énéagramme, c'est que j'ai envie de dire une petite devise, c'est la fin justifie les moyens, en fait. C'est qu'on peut avoir des objectifs nobles, quoi, des intentions louables, mais utiliser des moyens qui ne le sont pas, quoi, qui ne sont pas très, voilà, pas très corrects, quoi. Donc, c'est des choses, moi, sur lesquelles maintenant je suis très, très sensible, quoi. Et ça, c'est l'apport fondamental pour moi de l'énéagramme. J'ai pris conscience de ça, quoi. En fait, que voilà, on pouvait avoir de bonnes intentions, mais on faisait des choses qui nous emmenaient pas forcément à l'épanouissement, en tout cas à la, voilà, comment dire, à l'alignement, à être bien en soi, quoi. En fait, voilà. Donc, c'est aussi les notions de paradoxe qui sont importantes dans l'énéagramme. Et dans le coaching, moi, je me suis rendu compte on constate souvent qu'il y a des problématiques liées à des paradoxes. Et avant, le paradoxe, moi, ça me faisait peur, quoi. J'avais du mal à gérer ça, quoi. Voilà. Et alors que maintenant, c'est des choses que j'arrive à détecter assez facilement et sur lequel je suis beaucoup plus à l'aise. Voilà, donc merci à l'énéagramme aussi pour ça. Merci Farid. Clarence? Tu nous redonnes ta base, Clarence? Oui, moi je suis 9 tête à tête. Ah, on avait parié sur du 4 dans le chat, tu vois. Ah. Non, je ne suis pas la grande émotionnelle de l'énéagramme. Grâce à l'énéagramme et aux 3 centres, tu es un peu moins attentiste et tu as mis plus de punch dans tes coachings, ou c'est pas comme ça que ça se passe ou... Non, on s'endort chez moi. J'ai mis plus de... Ouais, en tout cas, je suis beaucoup plus attentive à ce que moi, je peux percevoir de l'autre. Mais ça, c'est le cycle 2 qui me l'a vraiment apporté sur le travail qu'on fait avec les vidéos, sur l'observation de soi-même, en tout cas la présence à soi dans l'entretien avec l'autre. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé et que je mets en pratique et qui est très riche. Pour moi, type profil 9, justement, de sentir à quel moment je peux me sentir petite et me sentir disparaître et à quel moment, justement, je dois reprendre aussi ma place dans la relation avec l'autre. Les réactivités aussi qu'on peut avoir par rapport à certains clients, on sait beaucoup mieux ce qui se joue en nous et pourquoi on a ces réactions-là, ces réactivités qui peuvent apparaître, et du coup d'en avoir conscience, ça permet aussi de se réajuster. Et j'ai perdu le fil de la question. C'est cool. Ok. On passe à Perrine. Alors, 7 survie. Moi, ça me sert... C'était quoi la question aussi? Non, en fait, l'énéagramme, ce que j'aime, de me connaître et de connaître ma base et mon sous-type, ça me permet de jouer avec. C'est-à-dire que je sais quoi chercher, quelles ressources chercher en fonction de la base que j'ai en face. Et voilà, il y a des gens qui viennent me voir parce qu'ils viennent chercher le 7, clairement. Et puis, il y a d'autres qui viennent chercher plutôt le survie. En plus, je fais beaucoup de sport, du yoga, etc. Donc, il y a ce côté, j'aime beaucoup faire du coaching en mouvement. Donc, en fonction de l'énergie du moment, de la relation, de l'atmosphère de la session, je perçois beaucoup de choses et donc, je vais chercher les ressources en fonction de ça. Parfois, un côté 7... en mettant comme une cocotte minute, je dirais. Parfois, pour aller creuser en profondeur, pour que ça mijote en profondeur, il faut un peu de légèreté.
Donc, j'aime bien cette image de la cocotte où, voilà, de temps en temps, il faut lever la soupape. Donc, si je fais une petite blague où on sourit ou quelque chose, ça détend l'atmosphère et du coup, on peut aller en profondeur avec certaines bases, pas avec toutes. Donc, voilà, c'est aller chercher les ressources au bon moment avec les bonnes personnes. Et ça, je pense que c'est vraiment un atout de l'énéagramme. Il y a Dominique qui se posait la question de savoir à quel moment vous faites un entretien énéagramme pour que votre client, votre coaché découvre son profil. Comment ça marche chez vous? Alors déjà, et question avant ça, vous avez fait donc cycle 1, cycle 2. Il y en a qui sont certifiés coaching au sein du CE. Qui a fait quoi et où? Enfin, Farid, je crois que tu as répondu à la question tout à l'heure, mais du coup, comment vous servez du petit questionnaire du cycle 2, comment vous avez élaboré un autre protocole, comment vous marchez? Alors moi, je n'utilise pas toujours le questionnaire du CE. En fait, j'amène l'énéagramme en bilan de compétences. Je le fais souvent au début, pas la première séance, mais souvent en séance 2 ou 3. Ça peut passer par... je me suis refait un document où j'ai des profils qui sont mixés, que j'ai retravaillé avec certains livres pour permettre aux gens de se deviner. Ça passe aussi par un livre que je fournis où je peux aiguiller ou pas, donner des indications, on regarde plutôt ça et ça, mais je laisse la personne définir son profil et revenir avec. Voilà, donc ça dépend, en fait, il n'y a pas vraiment de règles chez moi, ça dépend du temps que j'ai, ça dépend de la personne que j'ai en face. Et il arrive aussi... Donc, dans le cas du bilan de compétences, ça fonctionne bien. Oui, ça fonctionne très bien. Mais il arrive aussi, et je pense que c'est important de le dire, que 10% des clients n'arrivent pas à se définir dans ce cadre-là. Bien sûr. Et ils repartent avec un doute entre profil 1 et 7. Enfin, souvent, ils sont reliés par des flèches ou sont proches, quoi, mais ça arrive aussi que les... Et le fait qu'ils ne trouvent pas leur profil ça ne t'empêche pas de continuer le coaching. Ah bah non, pas du tout. Tu vois, ce n'est pas une nécessité absolue de savoir... Non, ce n'est pas une nécessité absolue. Après, ça peut... ça rend un peu bancal. Enfin, ça peut rendre le client un peu bancal. Voilà, faut aussi savoir gérer cette bancalité. Mais voilà, ça arrive aussi parce que ce n'est pas une science exacte, qu'il n'y a pas un test fiable à 100%. Voilà. D'autres? Alors, moi, j'utilise en individuel plutôt souvent la séance 2 ou 3, mais pas systématiquement. Ça dépend aussi de la personne. Je le sens aussi. Il y a des personnes qui sont un peu hermétiques. Donc, pareil, je m'en sers en filigrane. Et puis, je pose des questions, mais je ne dis pas forcément avec l'énéagramme. Mais je vais parler de valeurs. Je vais parler, tiens, tu prends tes décisions plutôt en sentant dans ton corps, dans ta tête, dans ton cœur. Je parle d'énéagramme sans nommer forcément l'outil. Et ce que je fais aussi pas mal en équipe, en fait, je commence par un atelier découverte énéagramme en équipe et après, je coach en individuel. Alors ça, c'est génial pour les relations parce que du coup, ils ont des clés et pour les prises de poste notamment, pour les managers, ils ont tout de suite des clés sur moi, qu'est-ce que je dois afficher à mon équipe et leur dire pour qu'ils sachent comment travailler avec moi et comment gérer les différentes personnalités, etc. Oui, après, juste, excuse-moi pour compléter ce que j'ai dit, j'utilise rarement finalement le protocole type du cycle 2, mais en fait très souvent au cours des séances, en fait, je vais poser des questions type du cycle 2, mais à différents moments. En fait, la personne me parle de conflit, tout de suite je vais rebondir ou sur plein de mots-clés en fait, voilà, qu'on voit dans le protocole cycle 2. Je rebondis dessus à plein de moments différents, en tout cas au début, pour moi, dans un premier temps, cerner la personne de manière plus diffuse. Et pour répondre à la question, Marisa, qui a été posée, moi j'ai fait cycle 1, cycle 2, cycle 3. Et puis, cycle 4, formatrice. Ça s'arrête à combien? Non, mais j'ai fait la formation, on va dire la certification et la formation de coaching au CE, puisque c'est de ça dont on parle ce soir. Un mot j'ai fait que cycle 1 et cycle 2. Farid?
Alors, moi, je l'utilise plutôt j'ai envie de dire, en outil de coaching stratégique. Quand j'accompagne individuellement, si j'arrive à avoir une hypothèse ou avoir une intuition sur le type le profil de la personne et que ça peut lui apporter quelque chose dans le cadre de la problématique, la demande en fait qui est faite. En fait, j'utilise pour le coup l'énéagramme. Donc, je vais questionner en fait la personne pour savoir quel type de challenge, de défi quand elle rencontre, quel type de problématique elle rencontre. Et puis après, pour pouvoir tester avec elle différentes comment dire, alternatives de solutions, quoi. Donc, j'ai envie de dire, je l'utilise moi à la fois pour de la prise de conscience de problèmes, quoi. C'est important au départ de prendre conscience d'un certain nombre de choses. Parfois, c'est suffisant, c'est-à-dire une fois que la personne elle a pris conscience j'ai envie de dire un peu de son dysfonctionnement, quoi, ou des problèmes auxquels elle est réellement confrontée. Des fois, c'est suffisant après pour lui permettre d'avoir l'énergie et d'atteindre ses objectifs, quoi. Parfois, ce n'est pas suffisant, c'est-à-dire même quand on prend conscience de problématiques bien particulières, des fois, il faut aider à aller sur le chemin, quoi. Donc, voilà. Et là, l'énéagramme aussi aide parce qu'il finalement, il donne des clés pour savoir quel est le chemin de développement, j'ai envie de dire. Et donc, ça aide. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est un outil stratégique, c'est que ça permet de savoir quelles sont les problématiques profondes et d'aider la personne aussi à cheminer dans la résolution de ces problématiques profondes. Voilà. Donc, j'entends au travers de ce que tu as dit, c'est que tu cherches à rendre le client plus autonome. Ouais. Tu cherches aussi à le mettre sur une voie où il se développera par lui-même une fois que vous aurez été au bout du coaching. Et pour ces deux trucs-là, tu estimes que cet énéagramme est une valeur ajoutée. Ah ouais, complètement. C'est plus clair, en tout cas, que savoir ses motivations inconscientes, sa problématique de fond, le rendre plus autonome et tout, grâce à l'énéagramme, le chemin est balisé et ça va un peu plus vite. Ça, exactement. Donc, ça va dans le sens de l'efficacité. Oui, c'est important. Pardon. Est-ce que, Marisa, on a d'autres questions des téléspectateurs? Non, mais alors, il y en a qui répondent super bien, parce qu'on a Yannick qui est là et du coup, qui répond aux questions sur les bases. Donc, merci Yannick pour ça. Je n'ai pas de questions, mais je voulais quand même vous dire qu'on a le Maroc, la Tunisie, le Liban, et on a aussi la Bourgogne. Bon, ça n'a rien à voir, mais voilà, et je trouve ça chouette parce que du coup, on a du monde avec nous. On est monté à 90 personnes, donc je trouve ça chouette. Un lundi à 19h. Qu'est-ce que vous auriez envie de rajouter? Est-ce que vous avez un cas pratique d'une personne en coaching qui vous a percuté plus que d'autres ou pas? Qu'est-ce que vous auriez envie de rajouter? Je peux parler de l'expérience d'une femme qui est en prise de poste, qui est neuve, une jeune maman, et qui a réalisé, grâce à l'énéagramme, pourquoi elle avait tant de mal à dire non. Et donc, elle travaille énormément sa posture, puisque aujourd'hui, elle est sous le directeur, donc elle est vraiment... d'ailleurs, je lui dis... Je la reprends quand elle dit sous-directeur et je lui dis, tu es adjointe au directeur. Et donc, elle travaille beaucoup sur sa posture et elle a réalisé que dire non, ce n'est pas forcément rentrer dans le conflit, etc. Et ça, c'est vraiment parce qu'elle a fait l'énéagramme et qu'elle en a beaucoup discuté et elle a pris conscience de plein de choses grâce à ça. Donc, un exemple vraiment très, très concret.
Et puis, elle réalise aussi que elle a ses ressources, elle a ses flèches. Et du coup, maintenant, elle s'autorise beaucoup plus à aller dans son 3, aller dans l'action. Allez, on y va, on prend des décisions et c'est OK. Et donc ça, c'est très chouette de l'avoir changé de posture petit à petit par elle. C'est elle qui fait le travail. Hein. Nous, on n'est que une fois de plus des titilles. On éveille, mais c'est bien le coaché qui continue de faire d'avancer ou pas, d'ailleurs. D'autres? Moi, je peux partager en bilan de compétences. Il y a des profils que je ne vois pas, hein. Des profils 3 que je ne vois pas. Mais j'ai pas mal de profils 6, de profils 9, de profils 4. Et c'est intéressant de voir sur une jeune fille profil 4 qui a du mal à choisir parce que finalement, ce qu'elle faisait avant, au moment de changer, ça lui paraît toujours mieux. Et puis finalement, quand elle se positionne sur une idée, finalement, il y en a toujours une autre qui apparaît mieux. Donc, c'est intéressant de lui apporter cette grille de lecture à ce moment-là pour comprendre qu'il y aura toujours finalement ce sentiment de manque et en même temps d'envie qui peut être là. Sur des profils neufs, c'est souvent une belle révélation pour les profils neufs. En tout cas, ceux que j'ai eus, ça a toujours été un moment assez marquant du bilan et c'est super chouette de voir à quel point ils s'en saisissent, ils s'en emparent de ce nouvel outil finalement pour mieux se comprendre et je sais que ça continue à faire son chemin ensuite après. Dans leur vie, et puis des profils 6, oui, qui se mettent en sécurité au chaud dans une entreprise, au sein d'une équipe, dans un cadre hyper cocon et qui ont beaucoup de mal à en sortir, même si l'envie est très forte d'en sortir. Et donc là aussi, pour eux, c'est une grille hyper intéressante de comprendre ce qui se passe et de quoi ils ont besoin pour y aller. Et pareil, il y a des choses qu'on ne va pas forcer parce qu'on sait que c'est pas possible pour eux. Et c'est du coup comment y aller tout en préservant ce qui est important pour eux. Exemple de Farid? Alors, moi, une fois, j'ai été amené à utiliser explicitement l'énéagramme. C'était pour résoudre des conflits, en fait. Donc, j'accompagnais en fait une équipe et finalement, très vite, sont apparus les problèmes de fond et les tensions qui existaient au sein de l'équipe. Et en fait, moi, j'accompagnais aussi une personne individuellement. Et à cette personne-là, je parlais de l'énéagramme. Et donc, cette personne-là avait découvert son profil. Et donc, c'était pour elle une révélation. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et donc, elle souhaitait qu'on partage ça avec l'ensemble de l'équipe. Et donc, là, pour le coup, moi, j'ai présenté l'énéagramme à l'ensemble de l'équipe et on a vu donc se dessiner les différents profils des uns et des autres. Et on a fait une séance de travail en fait, pour comprendre en fait, ce qui se passait et essayer de l'expliquer du point de vue de l'énéagramme. Et donc, il y avait les tensions venaient des profils, dans ce cas particulier, venaient des profils 8 et 3 en fait, qui se tiraient la bourre entre eux. Et en fait, on faisait parler les uns et les autres, quels étaient leurs points de vue, pourquoi ils faisaient ces choses-là. Donc, il y en a certains qui ont découvert que ils ont été un peu au-delà de ce qu'ils auraient pu dire normalement. Et donc, ça a permis vraiment d'apaiser les tensions parce que les uns et les autres se sont rendus compte que c'était des modes de fonctionnement là, que les uns et les autres avaient et que quand on connaissait ça, on comprenait mieux. Et finalement, ça a permis d'apaiser les tensions et après de trouver des solutions à leurs problèmes de fond, j'ai envie de dire. Donc là, pour le coup, la connaissance de l'énéagramme a permis de résoudre des problèmes de fond. Au début, ils se tiraient la bourre. Chacun ne voulait pas comprendre le point de vue des uns et des autres, même s'ils se l'expliquaient entre eux. Et puis, donc voilà. Est-ce que les deux autres, on va dire que ce soit sur un coaching d'équipe ou un coaching individuel, ouais. La personne ressort plus en paix de elle-même par rapport à elle-même grâce aux repères et aux clés que l'énéagramme a pu apporter. C'est ça. Oui. Ouais. Il comprenait mieux finalement
Et puis même, ils arrivaient à expliquer des choses avant qu'ils n'arrivaient pas à s'expliquer. Donc, c'était bien, quoi. Ils faisaient à la fois du flashback et puis après, ils arrivaient à se projeter dans l'avenir, dans un meilleur fonctionnement, à utiliser les forces, les talents des uns et des autres, quoi. Donc, et c'était bien, quoi. Je dirais pas que la paix, parce que finalement, ça gratte aussi de découvrir plein de choses. Donc, c'est aussi une bonne façon de se mettre en mouvement, mais de savoir se mettre en mouvement, mais vers où. J'ai un exemple concret d'une coachée bassin qui n'arrivait pas à rencontrer l'âme sœur. Alors, je ne fais pas du coaching amoureux, mais c'était avec plein d'autres choses. Et en fait, on n'arrêtait pas de lui dire open up, open up, open up. Donc, ouvre-toi, ouvre-toi. Elle, ça ne lui disait rien. Elle ne savait pas ce que ça voulait dire. Et quand on a fait l'énéagramme, elle a compris. Et puis, on a commencé à mettre en place des jeux pour qu'elle aille dans sa flèche 7 et qu'elle soit beaucoup plus spontanée, etc. Donc, par exemple, au lieu de changer de trottoir quand il y a quelqu'un qu'elle croisait et de lui pas dire bonjour parce qu'elle avait la trouille de dire de pas être dans les bons mots, etc. Et ben elle, d'aller voir la personne et d'aller lui dire bonjour, des petits jeux tout simples. Elle a gagné en épanouissement. Alors, elle a dû faire un effort. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment une paix intérieure, parce qu'il y a quand même du mouvement, il y a un effort, mais le résultat a été très gratifiant et elle était très heureuse de ça. C'est par rapport à l'équipe, tu vois, c'est-à-dire il y avait quand même une notion d'équipe et donc finalement, j'ai envie de dire, c'est plus le sacrifice de soi pour l'équipe, quoi. Et donc la paix, elle venait du fait que l'équipe, elle était apaisée. Et c'est ça qui était important. Après, effectivement, ça a coûté certainement aux uns et aux autres, mais en fait, l'aboutissement, c'était que finalement, entre eux, quoi, et que l'équipe fonctionne mieux. Voilà, avant, ils ne mangeaient pas ensemble, il y avait des clans, donc des sous-groupes dans l'équipe. Bref, et là, en fait, ils allaient après tous manger ensemble, ils rigolaient de ce qu'avant, ils vivaient comme un drame, quoi. Donc, c'est apaisé, quoi. L'exemple de... Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. C'est une question de nommer les choses, quoi. C'est que, pour avoir accompagné aussi des équipes sur des gestions de conflits, quand au bout seulement de 2 jours, tu te rends compte qu'en fait, il y avait juste de l'incompréhension, parce qu'on est encore sur l'histoire du bas de l'iceberg avec la motivation inconsciente, et qu'une fois que c'est nommé, du coup, ça y est, on ouvre le champ du possible. Ouais. Voilà, et du coup, on arrive à se marrer de ce sur quoi on ne se comprenait pas avant, quoi. Ouais, et qui était tendu, très tendu. Ouais. J'ai une petite question. On me demande si vous avez déjà eu des réactions de rejet face à l'énéagramme. Alors, j'entends que vous avez dit tout à l'heure que vous nommez pas forcément le fait que vous allez utiliser un outil qui s'appelle l'énéagramme. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé, quelqu'un vous dit « Ah non, je n'ai pas envie de ces outils qui mettent dans des cases ». On passe la parole à Clarence. Non, moi, j'ai jamais eu. En fait, les gens, moi, je trouve, sont hyper curieux de se connaître. Et en fait, hyper curieux d'avoir des nouveaux outils, des nouvelles grilles de lecture. Enfin, en tout cas, j'ai envie de dire, s'ils viennent nous voir, ou en tout cas me voir, c'est qu'ils sont en demande de ça, donc je n'ai pas de rejet par rapport à ça. Et en plus, c'est quelque chose que je présente en termes d'outils que je veux utiliser, donc ils savent aussi à quoi s'en tenir. Et s'il faut, tu leur prêtes un livre, tu leur donnes un site web. Oui, je prête un livre. La plupart du temps, je donne le site web du CE pour aller voir les vidéos. Le plus dur, c'est avec les gens en visio, en fait, parce qu'en présentiel, je prête toujours un livre, un ou plusieurs, et le problème, c'est plus pour les gens en visio, c'est moins évident. Et Perrine ? J'ai un 6 quand même qui était assez hermétique. C'est bizarre. Donc, je n'ai pas insisté. Je lui ai prêté un livre. Je l'ai invité à un M1 et il est venu. Donc, il était hermétique, mais quand même curieux. Voilà. Mais je n'ai pas, du coup, axé tout mon coaching dessus. Voilà. En entreprise, je peux avoir des réactions de moins. Donc, je le mets avec plein d'autres outils et ça passe. En entreprise, ça peut être un petit peu plus sceptique, on va dire,
tout simplement parce qu'ils connaissent beaucoup moins bien, généralement, que le MBTI ou que Insight, enfin, ou d'autres outils. Voilà. Donc, c'est plus du scepticisme que vraiment un rejet. Et évidemment, au bout d'un moment, tu l'as eu quand même ou pas? Tu l'as eu à l'usure, ton fils, ou pas? Tu as réussi à lui vendre et lui expliquer ce pourquoi il était sceptique et que du coup, c'est que il est quand même venu en M1, hein, donc. Mais du coup, il a compris ce pourquoi il était sceptique. Ouais. Mais ça a pris du temps, c'est-à-dire que là, c'est pareil. Je n'ai pas insisté sur l'énéagramme. Moi, c'était en filigrane. J'avais bien compris qu'il y avait des grandes chances qu'il soit 6. Donc, je l'ai utilisé en filigrane, en le taquinant, en disant, bah, tu doutes. Mais finalement, c'est venu pratiquement à la fin du coaching qu'on est revenu sur l'énéagramme en prononçant le mot. Parce que je ne voulais pas le pour forcer. Pour ceux qui débarquent, l'énéagramme est un outil de rééquilibrage. Non, ne mets pas les gens dans les cases. Exactement. Mais ça, c'est un peu la réaction. Bah oui. Moi, ce que je peux partager aussi, c'est qu'au début, en fait, moi-même, je me censurais sur certaines personnes. Je ne sais pas, j'estimais qu'elles n'allaient pas l'entendre ou qu'elles n'allaient pas être prêtes ou qu'elles n'allaient pas avoir envie ou que ça n'allait pas les intéresser. Et je me mettais moi-même des freins, en fait, à ne pas le présenter. Et puis, un jour, je me suis dit, mais regarde qui vient au CE. Et finalement, il y a de tout âge, il y a de tout sexe, il y a de tout profil. Donc, arrête de te limiter et propose-le et vois ce qui se passe. Et en fait, les gens, ils prennent. Hein. Ils prennent tous. Je pense que ce qui est très important aussi, au-delà, enfin, il y a l'outil et il y a la tradition orale. Et moi, j'insiste lourdement sur ça parce que je trouve que c'est... Là, pour le coup, je fais la pub du CE, mais je n'ai pas de problème à le faire. Parce que l'outil sans la tradition orale, oui, ça pourrait potentiellement, si c'est juste faire un test sur Internet, de nouveau être mis dans des cases. Mais avec la tradition orale, qui est donc basée sur les panels, le partage, etc., ça change tout, ça donne quand même une vision très humaine. Et on reste sur chaque personne est unique, belle comme elle est, mais qui tombe parfois trop dans ses travers. Et donc, c'est une histoire de rééquilibre. Mais j'insiste vraiment sur le fait de baser sur l'humain. Dans les coachings individuels aussi, vous allez respecter le code éthique qui veut que la personne trouvera son profil par elle-même à son rythme ou pas. Et si elle ne le trouve pas, c'est OK aussi. Donc, on ne viole pas l'autre à ce qu'il trouve son profil vite à tout prix, quoi. Et on ne l'enferme pas dans un profil. Même si elle a trouvé, il ou elle a trouvé son profil, ça ne veut pas dire qu'il correspond à 100% de tout ce qui est écrit dans les livres, etc. Non, il a son histoire, sa culture, son éducation, etc. Donc, il est unique. Avec des grands traits, des clés, comme disait Farid, j'aime bien ce mot aussi, qui aident, mais qui ne le définit pas uniquement. Trop bien. Une dernière question de Marisa? Eh bien non. Eh bien non. Donc ça va être à vous le mot de la fin de l'un ou l'autre. Comment vous auriez envie de clôturer ce temps ensemble En tout cas, tout le monde est OK pour dire qu'effectivement, le fait de nommer les choses, peu importe de typer, entre guillemets, n'a pas d'intérêt. C'est à partir du moment où on ouvre les choses, ça permet effectivement de rouvrir les possibilités et qu'en ça, c'est super. Comment vous clôtureriez ça, la valeur ajoutée de l'énéagramme dans votre métier de coach? Puissante, moi j'ai envie de dire, par tout ce qu'on a déjà dit, hein, mais par la connaissance sur soi, la connaissance de la relation que ça nous permet en tant que professionnel de l'accompagnement, et puis les clés que ça offre au coaché, au client pour se développer lui-même. Merci Clarence. Je dirais que c'est plus qu'un outil. Je n'ai pas trouvé d'équivalent pour le moment. Et je suis celte, hein, donc je cherche à droite à gauche, je lis énormément et je continue de me former. Je n'ai pas trouvé l'équivalent qui fait à la fois développement personnel et travail pour donner des clés pour les autres. Donc, j'ai envie de dire ça. Voilà, je n'ai pas trouvé l'équivalent, donc je reste convaincue que c'est vraiment plus qu'un outil, c'est un chemin et pour le coaché et pour le coach. Merci. Un mot de Farid? Moi, je dirais que l'énéagramme, ça m'a apporté
plus d'authenticité, plus d'empathie et donc un meilleur exercice du coaching. Mmh. Voilà. Très joli. Merci Farid. Un mot de Marisa. Alors un mot, ouais, moi ce que je trouve chouette dans cette histoire d'énéagramme, c'est que, alors souvent tu dis, Eric, il y a des gens qui viennent en stage qui sont des professionnels de l'accompagnement, donc c'est des coachs, des thérapeutes en tout genre, et qui disent comme on a fait pour accompagner avant sans avoir cet outil-là. Et je trouve que ça dit beaucoup de choses sur effectivement l'observation qu'on a quand on accompagne. Parce que forcément, on a le filtre. Et là, déjà, ça veut dire que nous, on ouvre le champ aussi. Et du coup, on donne la possibilité à l'autre d'ouvrir. Et pour moi, c'est double banco, quoi. Il y a tout à y gagner. Et nous, dans une posture d'humilité, et pour l'autre, à le rendre un peu plus libre de ses schémas automatiques, quoi. Donc, en ça, c'est top, cet outil. Donc, si moi, je suis plus juste Oui. et j'ai des repères clairs, je vais ouvrir un champ avec le coaché qui sera un peu plus large, plus sécurisé et plus doux. Du coup, il se livrera plus. Et en se livrant plus et plus vite, on ira, comme Farid dit, plus vite à l'objectif, mais en douceur aussi, en prenant les émotions et le corps en compte. C'est ça, il y a l'histoire effectivement des 300 qui est, à mon sens, peut-être plus important. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à me focaliser sur les 300 plutôt qu'à une base quand j'accompagne et voir où est l'équilibre là-dedans. Et rien que ça, enfin, je veux dire, travailler sur les 3 centres, c'est génial pour commencer à aller bien et mieux, et voire même vite, du coup. Il y a un gain de temps aussi derrière tout ça, je trouve. Mais c'est vrai qu'il y a une question d'équilibre qui est assez importante à trouver avec le coaché, quoi. Et justement, l'équilibre des 3 centres est important. Donc, il y a des centres qu'on va moins quoi. Il y a un centre qu'on va privilégier, d'autres qu'on va peut-être délaisser, etc. Donc, l'idée, c'est aussi de prendre conscience de ça et de retrouver meilleur équilibre, quoi. Eh bien, Je trouve que ça participe de l'alliance, en fait. Oui. Tout ce qu'on est en train de dire, ça participe de l'alliance. Je pense qu'en tant qu'accompagnant, l'alliance est très importante. Et ben, quand nous, on travaille sur ces 300, ben forcément, en face, on va amener, en fait, dans cette alliance, là aussi, que la personne soit alignée. Et il y a des très belles choses qui peuvent se passer. Et c'est en ça, je te rejoins, Farid, que tu es plus efficace, etc. Mais aussi, je rejoins Eric dans une certaine douceur bienveillante que je ne retrouve pas dans certains outils où tu es mis dans une case, là, tu es jaune, tu es je ne sais pas quoi. Enfin, non, je suis un humain, quoi. Est-ce qu'on peut dire que spirale dynamique. On peut dire que grâce à l'énéagramme, votre perspective du coaché, de la personne coachée en face est plus large et que vous accueillez donc l'autre de façon un peu plus large que si vous n'aviez pas cette grille-là? Ouais, je pense. Ouais. Clairement. Ouais, et puis il y a une histoire de filtre. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Avant, moi, il y avait vraiment... je faisais parfois même dans le coaching où on parle de transfert et de contre-transfert, des fois, Oui. ça m'arrivait de réagir parce que en fait, j'avais un problème avec ces types de profils auxquels je n'étais pas forcément bien et donc ça se ressentait avec certaines personnes. Et donc, tout ça, oui, j'ai bien pris conscience de ça, voilà, malgré le fait qu'effectivement, en tant que coach, on est bien conscient que ça peut avoir un impact sur le rapport collaboratif, l'alliance dont parlait Perrine. Mais finalement, avec l'énéagramme et la connaissance de l'ensemble des palettes, quoi, ça permet de donner une meilleure réalité et d'avoir des armes, quoi,
pour ne pas tomber là-dedans. Encore une de Marisa, en fin de compte? Alors non, mais j'ai des petits mots. J'ai Karine qui nous dit oui, pour moi, l'énéagramme apporte tellement à notre métier de coach, j'en suis convaincue. Et qui dit hâte de pouvoir faire de la formation à partir de septembre ou octobre. Dominique qui nous dit merci pour ce moment. Alors oui, effectivement, on n'a pas eu le temps de parler des sous-types encore, mais non, mais c'est pas prochain live. Prochain live. On s'en fera un autre. Donc voilà. On s'en fera un autre. Qui se connaît, et alors qui se connaît aussi les autres, car chaque homme porte la forme entière de la condition humaine. Formidable. C'est bien dit. Ouais. Formidable. C'est un bel outil aussi, je dirais, l'énéagramme pour la supervision, pour donner à son superviseur du matériel pour continuer à avancer. Parce qu'on sait tout de suite là où ça gratte et là où on doit aussi continuer à avancer en tant que coach. Donc ça, c'est chouette. Ouais. Merci beaucoup à tous. Et rendez-vous le 5 juillet pour la prochaine. Je n'ai plus le thème en tête, mais c'est un truc... C'est les artistes. C'est les artistes? Oui. Je ne sais pas. En tout cas, il y a une soirée de cinéagramme aussi. Et là, on va demander à Virginie de réapparaître et de nous dire à quelle date. Virginie a disparu. Le film, c'est les 8 femmes. C'est les 8 femmes. Voilà. De toute façon, on vous met ça régulièrement sur Insta, sur Facebook, sur LinkedIn. Et tous les partenaires aussi, pareil, ils font la boucle. Et voilà, comme ça, vous êtes inondés. Donc, de toute façon, vous ne pourrez pas le louper. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci. Bye bye. Merci. Ciao. Merci.